Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle séance de minuit et ce soir je suis à nouveau avec Mike. Salut Mike. Salut Damien, avec plaisir, de revenir, pour faire un nouveau mystère, sur la séance de minuit. Et effectivement, bah ouais, on se retrouve ce soir tous les deux donc pour faire une réaction donc à une vieille émission mystère hein, que tout le monde connaît. On en a déjà fait plein avec Ouais, Rudy avant et là ce soir on va se faire Brocéliande. yes. Alors que j'avais vu moi quand j'étais gamin mais j'ai totalement oublié donc je le revois ce soir voilà avec des yeux nouveaux. Je me souviens quasiment plus de ce qu'il y avait dedans. Toi je sais que tu l'as revu avant qu'on Et fasse oui, je l'ai l'émission. revu avant l'émission, et je ne me rappelais plus en fait je l'avais vu, hein, parce que je les ai tous vus à l'époque, mais Mmh. il m'avait pas spécialement marqué plus que ça. Pourtant OK. j'adore Brocéliande, en plus. Et ouais, beh, ouais, c'est vrai que c'est un lieu quand même assez mythique en France. Avec des choses un peu étranges aussi qui s'y passent et ouais, je sais que c'est quelque chose qui te passionne. Mais moi, je voulais quand même te poser une question, Mike. Hem, Cette forêt de Brocéliande, dans lequel s'est greffé, en fait, on va dire un peu le mythe arthurien, parce qu'il y a quand même Oui. l'épée du roi Arthur, il y a Merlin, il y a Geneviève. Comment ça se fait que ça se retrouve en France? Tu vois? Alors que ça devrait être anglais. Ça Bah, paraît un peu bête, mais pourquoi? Arthur, il est présenté comme étant en Angleterre, il est en France, en Bretagne, il y aurait plusieurs Arthur, enfin comme si c'était dédoublé. C'est ça qui est assez drôle, pour le mythe arthurien, pour le coup, justement. Parce Mmh. qu'il est comme en bilocation, il a plusieurs endroits en même temps, Arthur. Ou le château de Camelot, tu vois? Il serait à plusieurs endroits. Donc, où est-il vraiment? Ah, tu veux dire que c'est comme un peu une figure mythique et Ah oui, c'est tu en fait, le mythe arthurien, tout le cycle arthurien serait, on va dire, un conte philosophal, un conte de compréhension, alors on parlait avec Rudy des demeures philosophales de Rennes le Château, mais là, pour le coup, ce serait un cycle de compréhension des différentes demeures philosophales ou d'un cycle alchimique. Voilà. d'accord. Ça, c'est ce qui Parce qu'en explique fait aussi, mon ouais. père Druide Garanos, qui a beaucoup travaillé là-dessus, mais je reviendrai après dessus. Voilà. Ouais, ouais, oui, beh, oui, tu vas, nous en parler un peu parce que tu es, Mmh. on va dire, un petit peu lié malgré tout Oui, à cet endroit donc c'est oui, très oui, vraiment, intéressant. c'est vrai. Mais donc ça veut dire que, bon, voilà, le roi Arthur, tout ça évidemment, c'est de la fiction, c'est de la Oui. littérature, mais derrière, il y a un message, en fait. C'est ça que tu nous dis, c'est qu'à Oui, la il y base, a un c'est conçu, message. Autant par exemple, dans pour Rennes-le-Château, le message est «artificiel» entre guillemets, il est créé récemment, mmh mais celui de Brocéliande est plus ancien, puisqu'il remonte quand d'accord, même à plusieurs siècles en arrière. C'est ça d'accord. qui est intéressant. Mais effectivement, on est sur des mythes, alchimiques, d'ordre initiatique en fait, ésotérique, oui, c'est vrai. Mmh. Bien qu'il y ait OK. tout un côté littéraire, bien sûr, évidemment. Oui, oui. Ouais. Mais tu veux dire que c'est en gros, c'est par le biais de récits qu'on, faisait passer en fait des messages, enfin Oui, en tout c'est cas cela, oui, des oui. ouais. C'est-à-dire qu'en fait, les différents personnages pourraient représenter, différentes phases de l'œuvre, en fait, de l'œuvre alchimique. Viviane, Morgane, Merlin seraient différents, protagonistes utilisés dans des processus d'alchimie. Mmh. Et ça, faut étudier un petit peu, ce processus-là, quoi. Voilà. Ouais, ouais. D'accord. Oui. Et alors du coup, Brocéliande, est-ce que tu peux nous en parler? Donc on voilà, ça se situe en Bretagne. Alors elle Oui, s'appelle pas vraiment forêt de Brocéliande, c'est c'est forêt de Pimpon, en Paimpont, fait. je voilà, c'est ça. C'est la forêt de Pimpon, oui, c'est la forêt, en fait, qui s'appelait Bréchélian, en fait, au départ, Mmh. mais on va dire que c'est mythique ou Brécilien, ça s'appelait aussi Brécilien. Mais on va dire que c'est depuis le début du 19e véritablement qu'on commence, à vraiment parler de ce nom-là et que vient tous se greffer, le mythe. Et par exemple, il y a la peinture de Gustave Doré, Merlin et Viviane, en Brocéliande, par exemple, Mmh. donc il y a une en fait, il y a une différence entre la fiction et la vérité historique évidemment, et puis, on parle de Héron de l'Étoile, on parle de différents, protagonistes aussi liés à Brocéliande. Voilà. D'accord. Ouais. Et donc
cette forêt, si tu es en Bretagne, on y trouve des endroits donc un peu particuliers. Alors Oui. il y a la tombe de Merlin, je crois, il y a Le le tombeau de château Merlin, de la fontaine de Barenton, ou si on y met de voilà. l'eau, il y a l'orage, le chevalier noir Mmh. qui pourrait apparaître. On a le chêne Guillotin, le château de Ouais. Tressesson. On a Néans-sur-Yvel aussi, Néans-sur-Yvel qui est une église où là, il y a eu des peintures aussi très particulières, mais aussi dans l'église du Graal, bien sûr, de Tréhant-Rantoc, Mmh. où là, il y a l'abbé Gillard, hein, évidemment, qui, justement a on va dire, recréé ce mythe-là et c'est ce que je disais tout à l'heure en off, c'est que, l'abbé Gillard arrive dans une église un peu délabrée et puis il l'a fait un peu à sa sauce, mais une sauce celtique, on va dire, Ça rappelle bretonne Rennes-le-Château et et Sonnières, voilà, hein, quand même. bretonnante et puis, l'abbé Saunière justement arrive dans une église aussi délabrée, mais Mmh. lui, il recrée un mythe, on va dire, rose-croix, royaliste, alors que, en ce qui concerne, l'abbé Gillard, c'est différent et voilà, on constate aussi que peut-être que l'abbé Gillard serait venu à Rennes-le-Château, mais on n'a pas de preuves, hein, évidentes et puis on n'a pas de preuve du tout qu'ils se soient rencontrés. La légende Mmh. dit que ils auraient pu se rencontrer, mais ils étaient différents en âge, en fait, D'accord. puisque, voilà, ils avaient quand même 20 ans d'écart dans leur naissance, en fait, donc Mmh. Mais c'est marrant et quand même de retrouver les 2 mêmes, oui et processus. Il arrive, c'est tout délabré, il le reconstruit et en plus, comme tu le dis, Théo Rentuck, apparemment, c'est quand même codé aussi, quoi. Il y a quelque c'est une chose. l'église du Graal. Alors ce qui est oui, justement, ce qui est très drôle aussi, c'est que le mythe de Pierre Plantard, il vient aussi en Brocéliande puisque justement, dans sa jeunesse, justement, Pierre Plantard, en fait, venait au manoir du Tertre où opérait la médium Geneviève Zepfel. Geneviève Mmh mh. Zepfel avec, la Croix du Sud, qu'on retrouve voilà et Geneviève Zepfel a une influence, très forte sur l'univers mental de Pierre Plantard, puisqu'elle l'a initié en quelque sorte, à l'ésotérisme, tu vois? Et elle est née même au Manoir du Tertre en 1892, Geneviève Zepfel. Et là, D'accord. elle réapparaîtrait, on la verrait réapparaître, de temps en temps, alors justement, de par heu, ma «filiation» entre guillemets justement avec tout ce côté druidique, mon père, donc druide Irano, a été initié au manoir du Tertre, en 92 au Druid Order, justement. Donc il y a eu des OK. cérémonies druidiques qui ont été faites là. Mais donc oui, il venait, Pierre Plantard, venait petit parce que ses parents en fait côtoyaient, justement les époux, Zepfel venaient à Paimpont, et justement, bah, c'est comme ça que Pierre Plantard, eh bien, qui est en âge scolaire, hein, a Mmh découvert, mh. a rencontré Geneviève Zepfel et puis elle Et alors, mais du fréquentait tous les ésotéristes de l'époque, hein, évidemment. Et ouais. puis à l'époque de Paul Lecourt, justement. Mmh. La revue Atlantis, et toutes ces choses-là. Mais alors, c'est intéressant parce que Pardon, Georges Monti aussi, Georges ouais, Monti vas-y. qu'on retrouve avec Gérard de Sède, qu'elle côtoyait Voilà. aussi, voilà. Oui, donc et ben voilà, alors du coup, ça fait le lien quand même parce que là, est-ce qu'on Complètement. peut pas on peut pas imaginer, Mike, que s'il est initié, parmi ces gens-là, est-ce qu'il essaie pas après de créer alors on sait qu'il y a eu Gisors et après il y a eu Mmh. une reine le château, mais des sortes de mythes en fait «artificiels» entre guillemets, Oui, en France, tu vois? complètement, Enfin, je pense que son initiation, à un très jeune âge, justement Brocéliande, qui déjà lui-même est un mythe, mmh, eh bien c'est ça. ça l'a peut-être justement influencé pour créer d'autres mythes. Soit influencé, soit justement il intègre ce truc-là Oui, qui peut-être, dont la fonction est peut-être de créer des mythes, ou oui. des je sais pas comment expliquer ça, c'est très Mais étrange en surtout fait, que Paul Lecourt, certaines personnes pourraient penser qu'il ait réinitié Pierre Plantin. On n'a pas de preuves, hein, mais c'est possible qu'il ait pu l'initier aussi. mmh. Voilà, ça qui est intéressant. Mmh. Ouais, c'est très étrange, ouais, effectivement, mais on y reviendra, ouais, là-dessus. Bah, écoute, est-ce qu'on démarrerait pas Eh bien oui, l'épisode?
Oui, oui, on On fait commence, ouais. comme d'habitude, on fait des petites Voilà, pauses, dès qu'il y a voilà, quelque chose à dire, exactement. on rebondit dessus. Eh beh, écoute, je lance l'épisode. Brocéliande, forêt magique, forêt hantée par le souvenir de la légende du roi Arthur. Brocéliande, au cœur de la Bretagne, l'un des lieux les plus étranges du monde qui recèle le tombeau de Merlin l'Enchanteur. Forêt de fées, d'elfes et de farfadets. C'est le temple de la tradition celtique. C'est ici que les chevaliers venaient se confronter au surnaturel et s'initier au savoir des druides. Alors là, déjà, se dire, venez s'initier au surnaturel et au savoir des druides, ça veut dire que c'était vraiment le lieu où il y avait, Ben mmh, oui, il y a eu tout le druidisme et après par la suite, il y a eu le néo-druidisme et je vois qu'on commence tout de suite avec du brouillard, hein. On est très ouais. dans le mystère. Ah bah, oui, tu as vu, c'est de suite, C'est ça c'est vrai que commence bien, c'est souvent comme ça, ouais, c'est ça souvent démarre comme par ça, ouais. le Oui, brouillard, comme si tu traversais une espèce de frontière, tu sais, qui t'emmenait c'est dans ça un autre, une et autre puis réalité, de ouais, belles musiques aussi. et jolie musique, ouais. Ouais. Ils y venaient aussi pour montrer leur bravoure, combattre et vaincre au péril de leur vie. Brocéliande, une forêt où aujourd'hui la légende vit toujours. La forêt de Brocéliande, quelque part, c'est toute la nature de la péninsule armoricaine qui vient à nous, qui vient à moi, à travers cette forêt de Brocéliande. Et en plus, de là vient précisément tout ce légendaire, et, tous ces êtres humains ou, ou semi-divins qui hantent la forêt de Brocéliande viennent à moi à travers cette eau, cette lande, cette forêt, cette nature. Et ça, c'est encore extrêmement, on va dire, présent aujourd'hui, cette forêt de Brocéliande avec tout ce mythe et cetera? C'est quelque chose qui Ah oui, fonctionne encore? Ouais? oui, oui, qui fonctionne encore et puis il y a beaucoup d'ordres druidiques, hein, qui se sont greffés depuis longtemps, hein, en fait, en forêt de D'accord. Brocéliande et tout autour, justement, effectivement, oui. Oui, oui, le mythe est très très vivace, il est très porteur, hein, comme Rennes-le-Château, comme Montségur, comme différents Mmh. lieux, porteurs d'un mythe vivant, on va dire. Personnes Pardon. disent y rencontrer encore des créatures merveilleuses surgies du passé. C'est un endroit où l'eau est comme de l'huile, c'est quand même très très magique. Et c'est un petit peu sortant de l'eau que justement s'est passée cette forme. Je ne peux pas dire que ce soit réellement une forme humaine, on peut pas dire ça, mais ça fait comme un sort de voilage, comme quelque chose de très éthéré qui est blanc et on a l'impression que ça évolue, vous voyez, dans l'air comme un nuage poussé par le vent. Bon, on peut appeler cette forme la Dame Blanche, mais très voilée, très éthérée. Cette dame blanche serait la fée Viviane, celle qui, dans les contes, habitait un château de cristal au fond du lac. Certains l'ont vue danser dans les clairières. Elle n'apparaît qu'à ceux qui se laissent porter par la majesté des lieux, et cela depuis des siècles. L'un de ses endroits préférés est la fontaine de Barenton. Ah oui, voilà, c'est ça dont tu parlais, Oui, la fontaine de Barenton. Mais alors là, c'est pareil, toute cette fée Viviane et cetera, oui. il y a des gens qui, encore aujourd'hui, pensent voir vraiment quelque chose? Enfin, comment Parfois, ça peut être un mirage, hein, enfin, la Viviane, en tout cas, est surnommée la Dame du lac, puisqu'en fait, elle donne l'épée d'Excalibur au roi Arthur et guide, mmh en fait, le roi mourant vers Avalon et Avalon, c'est la terre de Magonie, la terre des fées, en fait, où on passe, c'est le 1er novembre aussi, le Samhain, où on passe d'un côté à un autre, entre le vivant et la mort, en fait. mh. Donc apparaît l'épée d'Excalibur, certains,
peut-être vous à l'épée qui sort du lac, ouais, comme le Loch OK. Ness. Merlin venait faire tomber la pluie. Lieu magique où le végétal s'unit au minéral, où les chênes et les pierres s'entremêlent de façon inexplicable et où parfois, aujourd'hui encore, Merlin apparaît. Serge Henneman a vécu cette expérience. Alors voilà, Serge Oui, Henneman, oui, c'est assez drôle, oui. L'anecdote de Serge Henneman, c'est bon quelqu'un, dont on peut parler, qui est architecte, en fait. Eh bien, mon grand-père Guithieu, a travaillé, alias Mestel Darcos, a travaillé avec lui sur une conférence, justement, sur Notre-Dame de Chartres, en ce qui concerne justement les ondes géophysiques. Et là, mmh justement, j'ai une cassette que je présente ici avec, notamment il y a Serge Henneman, alors je sais pas si on voit bien, Attends, je te heu, mets en grand. là, voilà. Ah oui, pardon. Voilà, on voit un petit peu, bon, on la montrera sinon à l'écran. Mais oui, ce Serge Henneman donc est architecte, donc ils ont fait une conférence tous les 2 à la Sorbonne en 1992 justement, et c'est à peu près à la même époque, hein, que justement les mystères. Mmh. Ouais, ça devait être cette Voilà, période-là, ouais. oui, voilà, c'était assez drôle, ouais. J'ai Bah redécouvert oui, ouais, ça du en coup. fait et j'ai dit: «Mais Serge Henneman, je connais» et j'ai revu la cassette et voilà, c'était assez drôle. Arrivé à cette fontaine magique, là, en contemplant la fontaine et puis ces bulles qui sortent et puis qui sont comme une sorte de dialogue, et est apparu le visage de Merlin qui nous regardait à l'air un peu malicieux. Et moi, je trouve ça assez drôle, en fait, parce que c'est quand même une création à la base, une création Oui. littéraire. Je veux dire, ces personnages n'ont pas réellement existé, donc comment les gens peuvent voir, le visage de Merlin, peuvent voir, la fée, Viviane, enfin, bon, ouais, je Oui, c'est peut-être, comme le dira, dans le débat après, justement, un des auteurs et druide, il y a et comme le dit très bien un folkloriste et épicologue qui s'appelle Pierre Dubois, que j'aime mmh, beaucoup, beh, on voit ce qu'on veut y voir aussi, notre imaginaire se porte et bon, il y a de la pareidolie peut-être. Bon, il est vrai que par contre les lutins, les fées peuvent être vus par certains comme les elfes en Islande, hein, ont été vus par des enfants, principalement c'est les âmes d'enfants, mais pourquoi pas, hein? Certaines personnes peuvent très bien, voir certaines apparitions, certaines choses, mais il y a l'imaginaire aussi. On est dans, Gaston Bachelard, c'est l'imaginaire du feu, c'est l'imaginaire de l'eau, c'est la mmh, forêt, il faut le voir aussi sous l'empreinte du mythe et du légendaire. mmh, d'accord. Voilà. Hein. Mais Toi, ceci tu dit, y es si allé? tu mets de l'eau sur Ouais, la fontaine de Barenton, peut-être que tu vas avoir un orage. Cet été, j'ai pas eu besoin, hein, parce que j'y étais cet été, justement, j'étais avec mon père et ouais. j'ai pas besoin de mettre d'eau, parce qu'il y avait un orage, enfin, il y a même pas eu d'orage, c'était de la pluie torrentielle, tu trempé jusqu'aux os, bah, c'était assez drôle. Parce qu'il a une maison, en fait, mon père a une maison secondaire en forêt de Brocéliande, voilà, donc c'est pour ça qu'il y est souvent là-bas. Mmh. Voilà, OK, ouais, ouais, c'est ouais, chouette ça, ouais. c'est très chouette, oui, effectivement. Et bon, il y avait une sorte de communion entre nous et le lieu. Et ce visage apparaissant, on a eu comme une impression de paix et de calme qui nous est tombée dessus et qui nous a mis en totale harmonie avec le lieu. Mais Merlin est partout dans cette forêt, hein, on le rencontre à tous les détours de chemin, et c'est très intéressant. Mais alors là, du coup, Merlin, on le rencontre partout, mais toi ou ton père, vu qu'il habite là-bas, jamais il a été témoin de choses étranges, ou Alors la forêt du particulières? Helgoat, il avait fait une photo, quelque chose d'apparu un peu derrière, une sorte de lumière particulière. La forêt du Helgoat est à côté, c'est presque plus fort que Brocéliande, en fait. Et Ah ouais? justement en aparté, je pensais que Jean-Pierre Montel, qui est très connu, qu'on avait reçu là pour l'émission Mystère sur Rennes-le-Château, eh bien, a été justement un poste important sur le tourisme de Brocéliande. Donc il connaît très, très bien le pendant plusieurs années, il était, un haut poste, en forêt de Brocéliande, justement pour développer D'accord, tout le mythe de Brocéliande. Voilà. Donc il n'est pas qu'à OK. Rennes-le-Château. Il Ah oui, s'occupait d'accord. aussi du mythe de Brocéliande. Oui, oui, effectivement. Et donc c'était quoi? C'était On le pour faire salue Jean-Pierre.
Et oui, oui, Voilà. qu'on avait rencontré à Rennes-le-Château au restaurant Oui, cet été, effectivement. ouais. Ouais. Et donc du coup, son travail, c'était quoi? De faire rayonner en fait le mythe de Brocéliande, Oui, c'était, le faire beh, connaître? il travaillait comme responsable au tourisme, en fait, Ah oui, pour d'accord, OK. développer le tourisme du pays de Brocéliande, ouais. Mmh. Voilà, Ah OK, voilà. OK. Ah, c'est intéressant, ouais. Oui. Donc en fait, Brocéliande, Rennes-le-Château, il y a qu'un pas, Ah, beh, quoi. il y a parfois des liens, oui, c'est sûr. Et puis on salue Christian Doumergue aussi, qui a beaucoup travaillé aussi là-dessus, justement, sur les Oui. Brocéliande et Bégillard, ce genre de choses Mmh. aussi. Puis Ludovic Mmh. aussi, ouais, voilà. Mmh. Ah oui, c'est un lieu qui est également, aussi attirant que Rennes-le-Château, effectivement, ouais, C'est ouais. vrai, ouais, ouais. C'est C'est différent, différent, ouais. mais c'est très particulier, ouais, Brocéliande, c'est vrai. Mmh. Merlin, le sorcier de la métamorphose, qui se transforme à son gré en feuillage, en arbre ou en animal. C'est en jetant de l'eau sur le perron de cette fontaine que Merlin faisait pleuvoir. Un geste magique qui aurait encore tous ses pouvoirs. Incrédules, des historiens ont tenté l'expérience. À quelque chose de vrai. Écoutez, c'est produit pendant vos années. Et ça s'est produit encore récemment. Il y avait quelques années. Ce n'était sans doute qu'un mythe, puisque rien ne se passait. Mais soudain, Là, il y a un sacré orage, Et puis surtout, il s'est habillé bien pour l'occasion, il avait la cravate et tout, eh oui, parce que dans la forêt, dans la boue, c'est pratique, quoi, c'est au clair. cas où. Il a pas mis l'imperméable, hein. L'imperméable jaune, non, il a pas mis, il a oublié. Parce qu'en Bretagne, quand même, bon, c'est pas il fait beau quand même 4-5 fois par jour, enfin plus même, c'est Mmh. alterné, en fait. Un coup, il fait beau, c'est toutes les heures, ça change. On a des Mmh. averses, faut être bien habillé quand même, hein. Il fait pas froid, mais il faut être pris pour la pluie. C'est sûr. Ah Ouh oui. là, ah ouais, Les carrément. textes disent qu'il suffit Bon, je crois que le costume, Ah faudrait oui, là, la la production lui a roulade. prêté un comme Jean-Pierre. Ils lui ont prêté un Oui, costume là, je crois. Comme Jean-Pierre Montel, ils lui ont prêté le costume. la roulade dans La la boue, production. quoi. suffisait de jeter de l'eau de la fontaine sur le perron de Merlin pour provoquer un orage. L'expérience a été faite au Congrès arthurien de 1954. Hein. Mais l'orage a été d'une importance remarquable, puisque les cars se sont embourbés et les congressistes aussi. Brocéliande, c'est aussi le berceau d'un merveilleux chevalier qui fut enlevé dès sa naissance par la fée Viviane. Elle l'emmena dans son château de cristal au fond de l'eau, où elle l'éleva avec amour et en fit un preux chevalier. On le surnomma Lancelot du Lac. Alors c'est vrai que moi je me souviens, j'y avais été quand j'étais gamin, il y avait cette Mmh mh. histoire d'un lac comme ça, où si tu l'observais bien, tu pouvais, alors c'est la légende évidemment, Oui, voir, les pointes d'une tour ou des choses comme ça, sous l'eau, parfois avec le reflet des lumières, bon, c'est assez joli évidemment comme légende, effectivement, oui. mmh. C'est une belle légende, c'est sûr aussi. Et Christian Guyenvarch est quelqu'un d'assez important justement pour l'analyse de tout le mythe, arthurien, le mythe breton, le mythe celtique. Il est comme d'assez connu justement, là-bas, localement. Enfin, c'est quelqu'un d'assez réputé, reconnu, ouais, effectivement. OK, d'accord. Voilà. Quand il se sentit prêt, Lancelot partit à la quête du Saint Graal. Alors c'est marrant parce que là on y retrouve aussi la quête du Graal. Bon évidemment c'est, Arthur, mais Complètement. c'est aussi un peu, ce qu'on va retrouver à Rennes-le-Château également avec le mot Graal, dans Oui, l'église, le Sangréal, on rejoint, bah, voilà. Merlin qui aurait créé Stonehenge, enfin, le la légende dit qu'il aurait créé Stonehenge et puis on retrouve le Sangréal, on retrouve, bah, tout le mythe, hein, effectivement, entre Rennes-le-Château et Brocéliande, il y a un mythe Mmh. commun là-dessus, c'est vrai, effectivement, sur le Graal, ouais, effectivement. Mmh. Et à Montségur aussi, on le retrouve. Et oui, Montségur, Oui, oui tout à fait, ouais. oui, Mais oui. ce Graal alors ce serait quoi exactement,
Parce qu'on en Ah parle bah là, souvent, c'est le Graal, mais c'est quoi, en fait? C'est ah! Oui, qu'est-ce qu'est le Graal? Alors ça, c'est très complexe, hein. Ça pourrait être la coupe la coupe la coupe du Graal ou avec, Jésus, justement la lance d'Arimathie qui recueille le sang de Jésus. Ça peut être aussi, heu l'escarboucle justement, de Lucifer qui tombe, du front de Lucifer, puis ce serait une émeraude, voilà. Donc en fait, il y a plusieurs mythologies. Après, il y a le chaudron d'immortalité du Dagda, ça c'est dans la mythologie celtique justement aussi. Puis tout le conte de Perceval, Chrétien de Troyes, en ce qui concerne le Graal. Et puis bon, bien sûr, il y a cette fameuse église du Graal de Tréant-Rantoc où, justement, il y a l'abbé Gillard a créé tout ce symbolisme, tout ce mythe. Et mon père, justement, André de Garano, ça fait cet été, là, je lui ai fait faire une vidéo, où justement il explique point par point tous les tableaux, de l'église de Trin-Rantoc et je l'ai mis sur ma chaîne Les Tablettes d'Émeraude justement, OK. si vous voulez aller voir. Mais je mettrai le lien dans la description de la vidéo, Ouais, comme ça tous ceux qui ont envie d'aller, d'en savoir plus, ouais. iront sur ta vidéo. Mais en gros, cette église, c'est-à-dire que, d'après ce que j'avais, compris, c'est-à-dire qu'elle est un peu codée également, c'est-à-dire qu'il y a des tableaux à Ah oui, l'intérieur oui, oui, oui. qui ramèneraient, qui créeraient une sorte de message, qui ramènerait potentiellement à quelque chose qui serait caché dans les environs, ou pas? Exactement et sont représentés en fait, justement, c'est l'église, bon, Sainte-Onenne, sont représente chaque, vitrail, il y a bien sûr aussi le cerf blanc, avec les 4 lions et c'est ça qui est drôle, c'est qu'on retrouve ce symbolisme à Rennes-le-Château avec justement la fontaine aux 4 lions d'Élisabeth von Buren, Eh oui, effectivement, avec le combat là, oui, oui. justement la coupe un peu au milieu avec ces 4 lions. Bon, il y en a qu'un qui est en bon état et on retrouve justement, ce symbolisme. Alors peut-être que von Buren s'est inspiré justement de ce parce qu'en Bre justement dans l'église de Tréant-Rantoc, ça, ce n'est pas traité dans le mystère. Eh bien, on voit en premier lieu à l'autel, eh bien justement ce cerf qui est Cernunnos en fait, qui est Mmh. Cernunnos, qui est le cerf, sacré aussi dans certains christianismes. Donc on retrouve aussi, dans la chasse qu'on appelle les chasseurs, par exemple, de l'Est, d'Alsace ou des Vosges, eh bien, il y a tout un rituel. Quand on tue le cerf, on enlève les bois, il y a le sang du cerf, il y a tout un rituel justement par rapport à Saint Hubert, la légende de Saint Hubert qui re où justement le cerf, il y a une croix qui est apparue et c'est de là toute la légende de Saint Hubert qui en fait est de base un mythe celtique. Voilà. D'accord, Mais OK. effectivement, l'abbé Gillard, il arrive en Trentottes en 1942 et là, justement, il crée tout un mythe en fait, et notamment avec des 2 prisonniers allemands, Karl Resabeck et Peter Wiesdorf qui réalisent donc le chemin de croix, qui réalisent, justement les principaux, tableaux, les stations et ils font un travail, surtout Karl Resabeck, il fait un magnifique travail, qu'on retrouve. Il a justement, on voit la fontaine de Barenton, on voit Éon de l'Étoile, le Graal avec la table ronde, Saint du Judicaël, Sainte-Onenne, et alors lui aussi, il a eu des soucis avec les recteurs parce que Mmh mh. comme la Bessonnière, il a été viré de sa propre église à un moment donné. Parce que D'accord, ah ouais. ça plaisait pas. Dans les années 60, il a commencé à avoir pendant 20 ans, ils l'ont laissé tranquille, mais à un moment donné, il a eu des soucis. Donc après, il était plus propriétaire, enfin, ça a été très compliqué pour lui à la fin, Mmh. un peu comme Sonnière aussi, hein, Ouais, c'est finalement. c'est marrant, de effectivement que ça se ressemble autant, tu Il vois? y a un miroir peut-être, il y a peut-être un égrégore du miroir, un peu comme on rejoint Philippe Solal avec ce au-delà du miroir où il y a ce Mmh phénomène mh. de dimension spéculaire entre des mythes
un égrégore de mythes qui parfois s'abat sur des personnages ou sur des personnes et ils ont la même destinée, parfois. Mmh. OK. Peut-être. Et là donc, comme je le disais, il y a potentiellement quelque chose une sorte de message caché dans cette église. Ah Est-ce oui. qu'on a déjà cherché réellement dans cette église, comme on l'a fait par exemple à Rennes-le-Château, à essayer vraiment de décoder le truc, de suivre, où ça peut mener et Ah cetera? beaucoup ont essayé de décoder, cha oui, oui, il y en a qui ont décodé, qui ont essayé de décoder en tout cas, chaque œuvre, oui, ça ont été analysées bien sûr. Les peintures ont été analysées, puis il y a cette fameuse, ce qu'on appelle la porte étant dedans, qui est Mmh mh. symbolique, hein, voilà, c'est un peu la voix qui est la voix, mais qui n'est pas la voix, mais qui est la voix. On rentre en soi-même en fait. Il y a quelque chose D'accord. de voilà, c'est la porte en dedans. Mais effectivement, oui, cette OK. église est très, très intéressante, hein, Ouais, ouais. effectivement. OK. Bah, en Ouais. tout cas, voilà, on ramène à ta vidéo donc sur lequel tu reviens avec, ton père donc point par point Ouais. sur cette C'est église, cela, quoi. il analyse chaque tableau, justement, avec la dimension alchimique, symbolique, ésotérique, de chaque tableau. Voilà. Et et juste pour en revenir encore Mmh. à cette histoire d'église, mais on peut imaginer par exemple que ce curé qui arrive dans cette église qui est également délabrée, il Oui. trouve quelque chose et c'est justement ce qu'il Ah, essaie de faire oui. passer à travers tous ces messages ou? En tout cas, il ne va pas ses recherches il n'a pas dit qu'il avait trouvé quelque chose, hein, sous la dalle OK. chevalier. Mmh. Bon, il y en a pas dalle des chevaliers. Mais, après, alors oui, après, il faut aller aussi à Néans-sur-Yvole, où justement, l'église de Néans-sur-Yvole, qui est très, très intéressante, puisqu'il y a un tableau magnifique, bah, je pourrais le montrer, je peux montrer l'image, voilà, au Ouais, montage, OK. qui est magnifique en fait ce tableau-là aussi à Néans-sur-Yvole, qui est très symbolique, hein, très particulier aussi. C'est aussi dans ces bois que les elfes et les corrigans ont trouvé refuge. Des gnomes malicieux qui s'occupent de la forêt. On les croit imaginaires et pourtant certains affirment les avoir vus. Les effets spéciaux à l'époque, c'était quand même très limité, hein. Oui. Ah, il y a une belle musique par contre. La Mais oui, musique est par très contre sympa, ouais. les corrigans, je pense, sont plus facilement visibles que Merlin ou la fée Viviane ou ou des dames blanches, peut-être, hein. Mmh. Ouais. Ils sont peut-être visibles Mais dans les fourrés. et ça, c'est quoi en fait? C'est-à-dire que c'est des Les créatures, corrigans, c'est des du petits lutins, folklore? c'est des petits lutins du folklore breton, oui. Il y a l'Ankou aussi, l'Ankou qui avec son chariot, si on Oui, entend regardez, c'est l'Ankou, le la mort en fait. chariot, c'est la mort en fait, oui. Oui, voilà, Je ouais, l'ai c'est je ça. l'ai je l'ai là d'ailleurs. Il est là Ah l'Ankou. oui, ah bah, voilà. Je l'ai mis exprès. Ah, c'est quand Ouais. même, très, très riche, hein, comme région, Ah, je la trouve, Bretagne est très riche, oui. En légende, en c'est mythologie, c'est très fort. Mmh. Je voyais ceux qui étaient dans les airs, plus transparents que les autres, et les autres qui étaient sur le sol étaient plus petits, comme les lutins qu'on représente dans nos histoires d'enfants. Et tout en avançant, je les voyais se mettre en ronde et danser follement en rond, et nous dire à ce moment-là, et me dire véritablement qu'ils avaient envie d'être reconnus et de savoir de pouvoir dire à tous les humains qu'ils existaient vraiment, pas seulement dans les légendes, mais en réalité. Mais Brocéliande est avant tout la forêt des druides qui officie toujours dans la pure tradition du culte celte. enfin, je sais pas qu'est-ce que tu en penses de ça, Mike? Parce que tout à Alors l'heure, c'est vrai ce que tu disais par rapport à la Norvège ou autre, oui, les alors moi, c'est croyants plus les sont trolls, extrêmement les d'ailleurs trolls, les voilà, ouais. magnifiques, peintures de Theodor Kittelsen, sur la Norvège. Mais, en Islande, en tout cas, par contre, les elfes étaient il y a de magnifiques documentaires qui s'appelaient Elfland, Mmh mh. qui montrent en fait que, ben, en tout cas en Islande, eh bien, certaines routes, étaient détournées parce qu'il y avait des maisons d'elfes et toutes les machines tombaient en panne. Heu, effectivement, en Islande, ils détournaient, la route parce qu'effectivement, il y avait une maison d'elfes. Bon.
c'est l'Islande. Ouais, donc ça veut dire que la croyance, elle est vraiment, tellement ancrée qu'ils sont Bah, c'est-à-dire qu'en fait, oui, les qui machines tombent en panne, donc au bout d'un moment, ils se sont dit: «Bon, bah, on va peut-être, détourner», parce qu'effectivement, c'était une maison d'elfes, certains voyaient ça en tout cas et mmh, effectivement, après, il y a plus de problème, il y a plus d'incidents techniques ou, mais en ce qui concerne Brocéliande et en ce qui concerne la plupart des pays celtiques, même en fait, la légende, enfin le légende du petit peuple, hein, qui est évoqué justement par Jacques Vallée ou Passepartout Magonia, ce genre de choses, qu'on peut faire le lien avec le phénomène OVNI plus tard, c'est que en fait, le phénomène disparaît, on va dire, au début du XXe siècle. Pourquoi? À cause de l'industrialisation. mmh. C'est-à-dire qu'en fait, bon, peut-être qu'il y a une part de mythe si on vient vers un nouveau mythe, un mythe moderne, hein, mais il est possible que ce petit peuple qui était vu apparemment par nos arrière-grands-parents, ré nos grands-parents des campagnes, en tout cas, disaient qu'ils voyaient, qu'ils étaient peut-être petits, ce genre de petit peuple et que c'était courant en fait, mais qui se sont retirés à partir du 20e à cause de l'électricité, des voitures, tout ça et donc ils se sont retirés sur un autre plan. Voilà. Bon OK. après certaines personnes peuvent le voir, qui ont peut-être des dons, mais moi je pense véritablement que le petit peuple, existe, hein, mais qui n'est pas toujours vu ou qu'il est de moins en moins vu en tout cas. Ah oui, Voilà. donc toi, tu penses réellement que ça existerait? C'est en gros, Ah ce oui, sont oui, des oui, sortes de petites créatures, oui. mais qui sont sur un autre plan, en fait, c'est ça qui Qui sont sur un intégrerait autre le plan. Alors c'est ça qui est très drôle, c'est que justement, bah, là, on aborde un peu le côté dimension spéculaire ou dimension miroir, c'est que justement, le petit pas, par exemple, le léprechaun en Irlande, il mmh, apparaît comme un petit lutin qui s'habille de la même façon que nous, mais en petit. Alors, est-ce que notre cerveau peut-être pourrait, créer un mythe, enfin, créer quelque chose, mais dans la réalité et en fait, ce serait une création de notre imaginaire, mais qui pourrait se créer véritablement ou alors le phénomène de lui-même s'adapte à notre psyché, mais sauf il se met en plus petit ou ce ah genre oui, de choses. d'accord. Mais c'est quand même très Mmh. drôle parce que le lutin breton, il va s'habiller en breton. Voilà, mais un peu comme les dirigeables qu'on abordera plus tard, la vague des dirigeables de 1897, donc tu vas aborder avec Ouais, Stéphane Baron. ouais. Eh bien, eux aussi, le phénomène semblait s'adapter, heu, aux zeitgeist, à l'histoire du moment, à l'esprit du moment, puisqu'en fait les pilotes des dirigeables étaient comme des farmers. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'étaient pas dans les petits gris, ils étaient comme des farmers, ils étaient exactement comme nous, mais ils s'adaptaient en fait à la psyché du moment. Donc les farmers de 1897. Voilà, on Mmh. reviendra dessus, on fera une émission Oui, dessus. on reviendra La dessus, deuxième ouais, partie. effectivement, mais c'est vrai que c'est très intéressant, Ouais. effectivement, ouais, d'imaginer que le phénomène s'adapte, en fait, à la culture du moment, effectivement. C'est ça qui est Et oui, c'est ça qui est assez étrange, que les lutins, souvent reflètent exactement, les kobolds, ou les lutins, les sauterets, dans les Vosges, mmh, eh bien, sont habillés comme des Vosgiens. mmh. Voilà. Quand on dit les fadas à Marseille, en fait, les fadas, c'était les petits lutins Ah et les ouais? sauterets, ouais, ouais. Ah, Tu je savais fadas, en pas. fait, les fadettes, les fadas, c'était les lutins, en fait. Parce qu'ils étaient fous. «Oh, tu es un fada, tu es fou». Ça vient de fade, fadette, et les sauterets dans les Vosges, eh bien, c'était pareil, on dit: «Oh, tu es un sauteret», c'était les petits lutins des Vosges, voilà. Mais là, il y a bon, on n'appelle pas encore les Bretons des cor «Oh, tu es un Corrigan», mais voilà, il y a Mais c'est super intéressant ce que tu dis. Ça veut dire que dans différentes régions, on avait un chaque mot pour région a désigner ces son petites lutin créatures. et son gnome en Ah! miroir exact de l'habillement, en tout cas de l'époque, heu, Mmh. du paysan, de l'agriculteur de l'époque. Ouais, c'est assez drôle, oui. Les mineurs, Ben, les ouais. 7 nains, ouais, tout ça, ça vient en fait des mineurs, ça vient des légendes germaniques, ça vient des légendes allemandes, autrichiennes, Mmh. voilà. Ouais, c'est quand même incroyable d'imaginer qu'ils avaient tous, l'idée de ces petits êtres, en fait, tu vois? Alors qu'ils Oui, sont pas dans la même région, ils ont peut-être pas forcément c'est ça qui la est même assez culture, mais effectivement, mmh oui, oui, oui. Bon, on le retrouve au Japon et aussi, on peut le retrouver, on peut et voir le ça travail de Franck Ferrandis là-dessus, heu, qui fait l'analyse justement des mythes japonais.
C'est Mmh. intéressant. Mais c'est pour ça, tout à l'heure, je parlais de la Norvège, et cetera, parce qu'on y retrouve les Ah oui, trolls, tous ces oui, pays du Nord, on y retrouve toute une richesse comme ça de folklore, oui, avec des petites créatures et autres, et qu'on retrouve également chez nous. Donc, toi, c'est quand même, ouais. inhérent, j'ai envie de dire, un peu à l'être humain de s'imaginer, ce genre de petites choses, Bah, j'ai parcouru un peu tous ces pays justement, que ce soit l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, la Norvège. J'étais en Norvège, j'étais, mmh hem, et aussi en Irlande, Angleterre, et c'est vrai qu'on justement un peu en quête de toutes ces légendes, j'aimais beaucoup, parcourir les lieux où, il y avait ces légendes-là. mh. Ouais, c'est fascinant quand même, en tout cas, Ouais. Ah oui, c'est fascinant, ouais. ça donne envie, d'aller en Bretagne et puis de se balader et d'essayer de voir quelque chose. Je sais pas si ça existe. Je sais pas s'il y a des gens qui aujourd'hui, voient des choses comme ça en Bretagne. Est-ce qu'on revoit ces personnages du petit peuple, comme tu l'as dit ou pas? Certaines Est-ce qu'il y a des personnes peuvent les témoignages? voir, mais peut-être qu'ils ont un certain don pour les voir. Peut-être aussi Mmh. après, moi j'ai entendu des témoignages de personnes qui avaient vu des sortes de lutins, mais ça remonte quand même ça remonte à un moment, hein. C'était peut-être dans les années, 60-70, et semble-t-il, ils se seraient retirés, ou Mmh. voilà. OK. Bon, moi, je reste très sceptique, mais je trouve ça très beau, en tout cas. Oui, bien J'aime sûr, beaucoup l'idée de il faut ces garder cet imaginaire, et Le sens du druidisme, c'est de d'être en quelque sorte le pont, le passage, le gué entre deux mondes. Entre le monde concret dans lequel nous sommes là et ce que nous appelons l'autre monde, c'est-à-dire le monde de l'esprit, le monde de la conscience et de la conscience supérieure, et en quelque sorte entre le monde des hommes et le monde des dieux. C'est dans le manoir du Tertre qu'a vécu l'une des plus grandes figures du druidisme breton, Geneviève, qui, dans les années 60, fit une étrange prédiction à un petit garçon de 9 ans. Ce jour-là, le petit Hervé et ses parents s'étaient rendus au manoir pour déjeuner. S'étant attardé dans le jardin, le petit garçon est seul quand il pénètre enfin dans le manoir. Un jour, cette maison sera à toi. L'oublie jamais. Je rentre et une très vieille femme me prend par le col, me soulève et me dit « Il n'y a que toi un jour qui auras ma maison ». Terrifié, je suis parti, pendant que mes parents mangeaient. Hervé n'a pas vraiment compris ce que la druidesse lui a dit. Mais elle lui a fait peur. Bouleversé, il court se cacher dans les bois. Ce n'est que 30 ans plus tard que la prédiction se réalisera. Alors qu'il traverse la forêt pour se rendre sur la côte bretonne, la voiture d'Hervé tombe en panne. Il se dirige vers la seule lumière qu'il distingue dans la nuit, celle d'une grande demeure enfouie dans le brouillard. La porte n'est pas verrouillée et, une fois à l'intérieur, quelque chose lui semble familier. La première chose qui m'a fait me souvenir de ça, c'est l'odeur. L'odeur du bois, l'odeur des murs. Et cette maison a une odeur particulière. Et en fait, c'est une vibration. Cette maison a une vibration particulière. Et c'est cette vibration que j'ai ressentie qui était la même que celle que j'avais rencontrée 30 ans avant. Hervé va passer la nuit au manoir et en se réveillant, il va prendre une décision surprenante. Et le lendemain matin, j'ai fait une chose qui est très impolie. En descendant l'escalier, j'ai vu deux personnes, un homme et une femme. Et je leur ai dit, est-ce que votre maison est à vendre? Et ils m'ont dit, mais oui, c'est à vendre. Je leur ai dit, j'achète. Je n'avais rien, aucun moyen. Hervé va tout mettre en œuvre et il va réussir à acheter le manoir. Parfois, il loue des chambres à des hôtes de passage. Mais un soir, il va recevoir une étrange visite.
et je vois devant moi un homme très grand, très vieux, tellement noueux que je l'appelle le grand chêne. Tu me reconnais? Oui, Je c'est ne le l'avais père jamais Fouras. rencontré. Oui, c'est vrai que là, effectivement, il est très, Je très le vieux. reconnais. Et toi, tu y es allé dans ce manoir, du Tertre, Oui, Matt? j'avais été, ouais. Il y a un moment déjà. OK. Mais oui, ce qui est drôle, c'est que ça rappelle un peu la scène, je te rappelle de Sacré Graal de Monty Python, où il y a le fanal qui apparaît, au Oui, c'est vrai. chevalier et puis il y a toutes les jouvencelles qui en fait, elles ont mis le Graal pour qu'ils arrivent, en fait. Zout, je pense à ça. Bon. Et je le connaissais sans l'avoir jamais vu. D'un coup, il rentre en transe, il se met à parler à la dame qui est sur le tableau, à Geneviève. Non! Non! C'est alors que le vieil homme leur fait une curieuse révélation. Ne bougez pas. Ce sera votre mari. Et il est reparti comme il était vieux. Et depuis, j'ai épousé cette femme, et je vis ici avec elle. Et on a un enfant, qui est le premier enfant né au manoir depuis 2 siècles. Depuis lors, Hervé et Martine ont appris à connaître la magie de Brocéliande. Dans la forêt, le lieu qu'ils préfèrent, c'est le Val sans retour, le domaine de la fée Morgane. Attends, et je coupe, mais là, donc le gars qui a racheté ce château, il y est toujours, bon, aujourd'hui, c'est Alors peut-être qu'il là, est un peu vieux, là. je sais pas là, Ouais, on sait je n'ai pas pas qui est le d'idée là. propriétaire le Non, je ne sais pas propriétaire qui de est le ce propriétaire actuel, effectivement, ouais. Ouais. Ça doit être le père OK, ce Fouras, serait hein. C'est lui le vrai en tout propriétaire. en tout cas très étrange, et mais alors tu en sais un peu plus sur ce manoir du Tertre? Il y a des choses qui s'y passent? Je sais pas, est-ce que Ah bah, tu as oui, des infos? Geneviève Zeffel apparaîtra en fantôme régulièrement parce que il y a des chambres d'hôtes, en fait, et D'accord. régulièrement, elle apparaît, à ceux qui viennent, apparemment. Voilà. OK, Bon, moi, je l'ai pas d'accord, vue, hein, mais et donc mais elle, apparemment, c'était elle qui apparaît. et elle était qui alors exactement? Elle Alors mmh, c'était une médium, en fait, justement des années 20 et qui, justement comme a influencé, Pierre Plantard, mmh. et donc elle était donc, à un moment donné, propriétaire, en fait, tu vois, du tertre, elle y est née, en fait. Elle est née au tertre. D'accord, OK. Mais, voilà, donc c'est une médium assez connue qui a inspiré, justement après, comme on disait, heu, Pierre Plantard et d'autres gens, hein, aussi, parce qu'elle a influencé toute une époque, on va dire, heu sur justement tout un revival, un renouveau, on va dire, de la mythologie, de ce genre de choses. C'était un peu notre Helena Blavatsky, quoi, quelque Ah oui, sorte. d'accord, ouais. Voilà, OK. c'était un peu ce genre-là, voilà, Ah oui, donc c'est qui intéressant était ce que tu dis. C'est-à-dire que déjà elle-même, elle a travaillé dans le but de, remettre à jour un petit peu tout ce légendaire et cetera dans le coin. exactement, c'est Donc ça. c'est assez rigolo d'imaginer qu'ensuite, va se passer à peu près la même chose, Gisors, Rennes-le-Château et cetera, par des gens qui potentiellement, étaient passés un peu entre ses mains, avant quoi. Ah Comme, oui, oui, complètement, oui. Oui, oui, parce que mmh. la maison d'hôtes, a hébergé tous les médiums un peu de France, les chasseurs de fantômes, voilà, ça continue actuellement, même si elle est plus là. Ça attire D'accord. beaucoup de gens, hein, le manoir du Tertre, effectivement. Ah oui, donc aujourd'hui encore, on peut par exemple louer une chambre dans ce manoir Ah du complètement, Tertre, oui, c'est ça. Ah oui, On d'accord, peut OK. y aller, ouais, exactement. Oui, oui. Ah je regarderai tiens, Ouais, à quoi on ça peut y aller. ressemble exactement. OK, alors attends, je mets la suite.
La légende raconte qu'elle emprisonnait les chevaliers qui avaient succombé à ses charmes. Ils ne pouvaient fuir le Val sans retour. Un mur invisible les y retenait. Seul un chevalier au cœur pur pourrait les délivrer. Depuis longtemps, Morgane désire séduire le valeureux chevalier Lancelot. Alors qu'il est endormi, elle lui fait boire un philtre d'amour. Mais Lancelot ne cédera pas. Il restera fidèle à la reine Guenièvre, qu'il aime en secret. Pour la première fois, l'innocence a triomphé des maléfices de la fée Morgane. Grâce à Lancelot, les chevaliers seront tous libérés. Forêt de légende, Brocéliande est encore aujourd'hui une forêt magique dont les mystères continuent de nous étonner. Oui, alors ça coupait là. Oui, le Val sans retour, en fait, dans le légendaire, hein, toujours, Mmh. eh bien, on va dire, c'est la fée Morgane qui enferme les faux amants, des chevaliers infidèles en amour, en fait. Elle les enferme D'accord. elle les enferme dans le Val sans retour, ils peuvent plus repartir. Et alors Mmh. Merlin aussi, il a été un peu, on va dire enfermé aussi, dans sa bulle, en fait. Tous les lieux de Brocéliande, la plupart sont liés au mythe arthurien, complètement, Mmh. effectivement. Mmh, ouais. Sauf certains, quelques-uns, comme le chêne à guillotin ou Oui, voilà, là, ouais, c'est c'est plus clairement. autre chose, mais voilà. Mais ça a pas évolué au fil du temps? Je veux dire, il y a pas d'autres trucs qui se sont rajoutés? Ah non, Parce que non, ouais, c'est vraiment resté, figé dans le marbre. figé là-dedans, quoi. Ouais, ouais. Oui. Non, il y a pas eu d'autres mythes, il y a pas d'histoire d'ovni, il y a pas d'histoire Oui, de c'est ça que j'allais te demander, non. il y avait pas une histoire de créatures extraterrestres ou je sais pas quoi, les trucs de Brocéliande là? Alors j'en ai pas Tu te entendu sou parler en tout cas. mais tu te souviens pas de cette histoire? C'était un gars qui était en voiture Ouais, et il voit une sorte de lumière au-dessus de lui et peu de temps d'accord. après, en fait, il découvre sur le sol une créature super bizarre qui ressemble à ce qu'on pourrait appeler un Dogman, tu vois? Mmh. Et il en a fait des photos. Ah peut-être. En tout cas, Tu et j'en je ai pas vu à ma et connaissance. Enfin j'ai ouais, je ça suis pas au s'appelle courant. la créature de Brocéliande. Ah, attends, je vais essayer de te le Ah! trouver, Ah oui d'accord. la créature de ça m'avait toujours intrigué ce truc, attends, je vais essayer D'accord. de te trouver les photos là. Hop, créature de Brocéliande. Heu, mais il me semble que c'était Brocéliande, un espèce d'extraterrestre, attends. Et c'était quelqu'un d'une chaîne qui s'appelait, EBE ou un truc comme ça. Il y avait pas un truc comme ça, EBE Ah, TV qui avait ce de José Bouillon? oui, et ben c'est Invest lui qui avait et ah ben c'est d'accord. lui qui avait sorti cette histoire de la bête Ah de d'accord, Brocé de la créature de Brocéliande. d'accord. Ah Qui est rédac chef, qui était rédac ch à Top Secret magazine d'ailleurs. Mmh mh. ah bah, voilà, tu vois, j'ai retrouvé la vidéo et en fait, on voit une espèce de patte et il me semble, heu, alors un dossier de José Bouillon, une mystérieuse Ouais, ouais, c'est créature José Bouillon. larguée d'un objet non identifié sphérique en Bretagne dans Ah le ouais, Morbihan le 3 janvier 2016. Enquête d'accord, complète dans le numéro 89 de Top Secret Magazine du ouais. mois de février 2017 et donc on voit des photos, vous pouvez aller sur YouTube et taper EBE Ah bah TV et d'accord, puis vous faudra aller cherchez voir. Ouais, c'est créature sa de chaîne, ouais, Brocéliande. ouais. Bah, José s'occupait de la enfin ce parce que Top Secret c'est terminé là, il y a plus que 2 numéros. Ça c'est de Rock Soccer. Mmh. C'est la il s'occupait de la partie OVNI de éditoriale en fait. Voilà. D'accord Mais non, je ne connaissais et pas cette affaire, peut-être j'ai vu mais je me rappelais plus, ça m'a pas marqué. Ouais. attends, je vais te mettre vite fait une photo pour que tu vois la tête de la bestiole. Bon, D'accord, c'est très particulier, hein, effectivement, mais on a plus de choses, hein, sur la vidéo complète où on voit justement, on voit des pattes, on voit un bout de corps à l'arrière qui est un peu déchiqueté et d'accord, voilà et sinon ça, c'est la tête, en fait, tu vois?
D'accord, Et ça fait OK. ça fait un peu canin, ça fait un peu canidé, on voit il y a des dents, mais le truc il est tout éclaté. D'accord. C'est un peu un corps de canidé avec cette tête là chelou, OK. très intriguant quoi. Mmh. Voilà. Mais c'est Oui, vrai que oui. moi j'ai pas ce numéro-là de Top Secret, ça serait Bon, intéressant de peut-être retomber que je dessus l'ai, mais pour, j'en avais pas mmh, mal, ouais. Mais je me rappelle plus là, pour le coup. ouais, voilà. Ouais. Bon, en tout cas, très étrange, ouais, cette histoire de bestiole qui aurait été larguée d'un ovni, et qui Ah oui, serait, en fait écrasée sur le sol quoi, bon. intéressant, ouais. À Mmh. creuser. D'accord. Ouais, ce serait intéressant de creuser un peu plus là-dedans, ouais, ouais, Mmh. carrément. Donc voilà, bah, écoute, en tout cas, ouais, vraiment passionnant cette forêt de Brocéliande Oui, et qui ouais, encore une fois, je trouve que c'est vraiment, assez fascinant de voir que, ben, comme dans d'autres endroits de France, il y a ce mythe, en fait, qui se crée et puis là, on le oui. voit, il y a le lien après aussi avec cette fameuse, comment tu l'appelles? Geneviève, c'est ça qu'elle s'appelle? Geneviève Zepfel, oui, oui. Mmh. Ouais, ouais. Et il y a d'ailleurs un morceau de Laurent Voulzy qui est magnifique, qui est pas connu, qui s'appelle Les choses cachées derrière les choses et en fait, Mmh. c'est une ode à Brocéliande. C'est D'accord. un titre très peu connu, mais qui est magnifique. Voilà, je vous conseille d'écouter, ce morceau-là, qui évoque vraiment Brocéliande de façon très, très belle. Voilà, OK, voilà. très bien. Et toi donc du coup c'est un lieu, bon, qui t'intéresse parce que voilà, tu as un lien, tu as ton père qui est dans le coin et cetera, mais Ben oui, qui ça m'a t'intéresse passionné depuis vraiment longtemps. Ah oui, oui, ça ouais. m'a passionné longtemps, mais aussi, toute l'histoire de Brocéliande, je veux dire aussi, locale, en dehors du mythe, je m'étais intéressé aussi à Concoreil, à les forges, je m'étais intéressé à toute l'histoire un peu annexe ou histoire locale, tu vois, Mmh. de Brocéliande, un peu l'envers du décor où bah, c'était très, très pauvre en fait, certains racontent que c'est quand même très avant le mythe, c'était une région très pauvre, hein, c'était très compliqué, hein, d'y vivre aussi, pas forcément Mmh. simple, début du siècle et tout ça, hein. Et Donc donc le du mythe coup, a créé une économie, c'est sûr. oui, c'est ça, voilà, donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on Un rejoint peu peut-être comme un Rennes petit peu le Château. beh, oui, ou Ouais. même le Loch Ness et autres, où c'est Oui, des oui, oui, mythes qui sont un peu créés de toutes pièces qui pour sont porteurs, justement, favoriser l'économie, le tourisme, faire venir des gens et ouais, c'est intéressant ce que tu dis, Mmh mh. Mmh. mais moi, c'est vrai que ce qui m'avait toujours un petit peu, interloqué, c'est pourquoi le mythe arthurien se déplace d'un coup comme ça en France et en Bretagne? Bon, même si ça reste d'origine celtique et peut-être que c'est C'est mythe ça, celtique qu'on retrouve en Irlande, c'est Angleterre, qu'on retrouve un peu partout en fait, ouais. Enfin qu'on retrouve mmh, dans tous les pays, les anglophones, c'est celte en fait. On mmh, est dans ce mythe celtique complètement, ouais. Faut écouter Alan ouais. Stivell, Renaissance de l'arabe celtique. Puis la Bretagne est très riche, hein, je veux dire, musicalement, au niveau du folklore, il y a quand on écoute le Canadiscan, c'est une musique avec les sœurs Guadec, où c'est une musique répétitive, on dirait presque un rituel vaudou, enfin africain, où c'est Ah très, ouais? très oui, comme une sorte de spoken word très particulier. Il y avait les frères Morvan, pour ceux qui connaissent un peu toute cette culture bretonne, Yann Franche Kemener, la Blanche Hermine, enfin, il y a toute une culture. Moi, j'aime beaucoup la musique celtique, j'aime beaucoup tout ce tout cet univers-là aussi qui est très intéressant. Oui, D'accord. OK. musicalement, ouais, ouais. Puis il y a tout le revival des années 70 avec, Steve Earle qui a adapté le rock et la musique celtique pour en faire un mélange. Dennis Mmh. Prigent aussi, Dennis Prigent, qui avait travaillé d'ailleurs avec, je crois les sœurs Guadec justement, enfin, voilà, il y a tout la Bretagne il y a quelque chose de particulier. Mmh. D'ailleurs, cette bague, elle vient de l'église du Graal. Voilà, D'accord, OK. voilà. Mais en tout cas, et il y a d'autres endroits comme ça encore en France? Parce que là, on a vu Brocéliande, Rennes-le-Château, Gisors, mais il y a d'autres endroits aussi comme ça, où il y a une Ah, sorte de mythe avec un il y a un mythe moi j'adore, c'est le Tehnchel. Là, c'est en Alsace, c'est le mur païen et le Tehnchel, qui est très particulier, où là, par contre, il y a l'histoire peut-être d'OVNI, mais moi, j'aime beaucoup ce coin aussi, qui est en Alsace, qui est près du Mont Saint-Odile, où il y a l'avion qui s'est crashé à l'époque. oui, Et le oui. Tehnchel, mur païen, c'est, beh, peu connu, mais ressent quelque chose de très particulier. Bah, moi, j'ai beaucoup aimé, ces lieux aussi et peu connus.
Voilà. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe exactement en fait là-bas Ce alors? sont des sortes de alors le Tehnchehl, il y a des massifs rocheux très particuliers qui rappellent un peu, bon, un peu les Extenstein, en Allemagne, mais le Tehnchehl, le Murpaya, en fait, on ne peut pas le dater, on ne sait pas de quand il date. Il est très ancien, puis il est très long et on ne sait pas de quand il date. Donc c'est ça qui est très D'accord. intéressant. On n'arrive pas à avoir de datation, de quand il date. OK. Et le Tehnchehl, il y a des sortes de rochers très particuliers, mais il y a pas mal de légendaires aussi là-bas, mais c'est beaucoup moins connu bien sûr que Mais ce serait, Brocéliande. d'origine humaine, on est d'accord? C'est-à-dire que ça aurait été fait Oui, 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 semblerait-il. En tout cas, on n'a pas la datation. C'est surtout ça. On n'arrive pas à trouver OK, la datation de ce hammer païen. Voilà. Mais d'accord. peut-être qu'on fera un jour dessus quelque chose, on ne sait Et pas. donc en fait, on sait pas qui l'a construit, ni pourquoi, Voilà, comment, mmh, on ne sait pas qui l'a construit et en tout cas, on l'appelle le mur païen. Voilà. d'accord. Ah ouais. Donc il reste encore Bon, d'autres il y a mystères, plein de lieux en France peu connus, hein, qui sont peu mis en avant, où il y a du légendaire, hein, c'est sûr. mmh Mais qui est underground, c'est l'underground du légendaire, quoi. Ouais, C'est ça. OK, d'accord. Ouais, mais en tout cas, c'est vrai que c'est quand même assez riche effectivement, ouais. Ouais. Et ben écoute, est-ce qu'on peut dire, quelque chose d'autre sur cette mystérieuse forêt de Brocéliande qui avait failli disparaître il y a quelques années, je crois, hein, non? Ben oui, l'arbre d'or d'ailleurs, est un hommage en fait, enfin, parce que l'arbre d'or a été fait par, un créateur justement forgeron qui était un hommage parce qu'en 1990, elle a failli brûler quoi, hein, effectivement en Mmh. entier et c'est au Val sans retour et heureusement elle a été, sauvée. Alors le tombeau des géants, il me semble, avait failli brûler, il y a une partie qui a brûlé il y a quelques années aussi, mais là pour l'instant, ça va. OK. Mais il y avait pas une histoire de, à un moment donné, de réserve d'eau, je sais pas quoi, ils devaient pas faire un truc qui allait faire disparaître une partie de cette forêt? Ah ça, j'ai Il me pas s entendu parler, peut-être, hein, mais j'ai je pas crois qu'il y a souvenir en tout quelques cas. je crois qu'il y a Mmh. une dizaine d'années ou peut-être même un peu plus, je sais plus. Mais il y avait Mmh. une histoire comme quoi il y avait une sorte de barrage qui devait être fait et puis une partie de la forêt devait disparaître, je crois, enfin je sais plus, il y avait un truc comme ça, il me semble, D'accord, j'ai pas souvenir de cela, ouais. Ouais. Mais oui, c'est possible qu'il y ait eu un certain moment, elle est quand même protégée, je pense, cette forêt, qu'aussi, au ah ben patrimoine, voilà. maintenant. Ouais. Regarde, c'était en 93, alors là, je retombe sur un vieil article. En OK. Bretagne, où le problème de l'alimentation en eau potable se pose avec acuité, le mouvement d'opposition au projet d'inonder une partie de la plus belle forêt de la région s'amplifie. Ah oui, oui. Ah oui, donc c'est ouais, il y avait bien, oui, une histoire à un moment donné de potentiellement, elle aurait pu Et heureusement, disparaître en fait, Mystère a tout sauvé. L'émission Mystère a sauvé tout, préservé la région et puis ils ont tout abandonné, grâce à Alexandre Mmh. Balou qui s'est présenté, Non, mais en tout cas, uni pour Neuilly. mais en tout cas, ça reste, ouais, encore une fois un beau mystère, j'ai envie de Ah oui, dire, oui, voilà, c'est un c'est vrai très que beau c'est très mystère chouette, ouais. brocéliande. Ouais. Mmh. Bon. Eh ben, écoute, en tout cas, merci beaucoup Mike. On aura fait un Avec petit tour plaisir, Damien. en Oui, terre bretonne et puis on se oui, sera, ravivé la mémoire en revoyant ce vieil épisode de Mystère. c'est ça. Toujours très sympathique et puis, et ben, n'hésitez pas à regarder en tout cas dans la description de la vidéo pour aller voir ta vidéo sur cette fameuse Oui. église de Teorantuck, pour ceux qui veulent en savoir plus et voilà, comme ça vous connaîtrez un peu Et ce surtout qu'il mystère est peu étrange. connu ce mystère de Brocé enfin, les mystères dont on parle en général, celui-là est peu connu en fait, hein. Les gens se Mmh. rappellent pas de celui-là. C'est ça qui est bien aussi qu'on l'ait mis en avant, en même temps. Et alors, Voilà. c'est rigolo parce que je reviens vite fait dessus avant de terminer, mais je veux dire que quand lui, il arrive dans cette église à Théorentuck et que tu dis elle est en mauvais état, abîmée, et Oui. cetera. Mais l'histoire de Brocéliande avec tout ce légendaire arthurien, il existe déjà à ce moment-là? Avant que lui Oui, il ne existe fasse tout déjà ce ah oui, en fait, il commence au 19e siècle, oui. ah oui d'accord, OK. Il commence au 19e, Bien oui, avant quoi. effectivement. Oui, Mmh, oui, il commence bien avant, ouais. Ouais, effectivement. d'accord. Ouais, parce que lui, OK. il naît en 1920, 1900 pardon. C'est Plantard Ah qui est né oui, en oui. 1920. Ouais, Mmh. Oui d'accord, voilà. 1900, oui, donc quand il arrive, tout est déjà là quoi, OK, ouais. Oui, ça commence à naître, hein, déjà un siècle avant peut-être, oui, à peu près. Mmh.
Mmh. OK. Bon, en tout cas, très intéressant effectivement cette église. En tout cas, bah, merci beaucoup Mike Beh, avec et plaisir. puis, j'espère que ça aura plu à tous ceux qui nous auront regardés et on vous dit à très bientôt pour, bah, une prochaine émission. Oui, Peut-être Père Angé-Saunière, par contre, c'est 1852, hein, excusez-moi. ah oui, Saunière, c'est Sa 52. Ah ouais, naissance, c'est hein. bien ouais. Non, c'est pour ça que, justement, la rencontre a été Ah oui, il très y a compliquée. 50 ans de décalage. Ah ouais, c'est La énorme. rencontre est très, très compliquée puisque justement, l'abbé Gilard, eh bien, lui, bah, il naît en 1901. Mais Mmh. bon, il demeure en 79 et Plantard en 2000. Bon, après, ils ont peut-être pu Mmh. se rencontrer à un moment donné, mais c'est la légende, c'est le mystère, hein. C'est un peu comme Autoran, est-ce qu'il a rencontré Marie Desnarnaud? Ça, on reviendra Ouais, dessus ouais. sur Autoran. Ouais, Il carrément, faut ça qu'on serait fasse cette passionnant, ouais. émission. Il faudra, ouais. Aussi, on va le faire. Bon, et en tout cas, Mike, merci beaucoup. On se Avec retrouve plaisir, bientôt. David. Bah, on fera l'émission sur les dirigeables fantômes, Oui, hein. Ça, ce serait exact. intéressant. 897, ouais. Yes, ça marche. Eh ben, écoute, en tout cas, je te dis à très bientôt et À très merci bientôt beaucoup et et merci à merci à tous tous. ceux qui nous auront regardés. Oui, salut à tous.